toujours été très bonne à l'école, sans forcer. Et du coup, je m'étais jamais vraiment posé la question de après l'école, qu'est-ce qu'il y a. J'aime apprendre, mais il n'y a pas un métier qui m'attire en particulier. Le vrai choc, il est arrivé en école de commerce. En prépa, tu travailles 2 ans, tu te tues, t'as l'impression que l'école ce sera la libération. Et en fait, moi, c'était l'inverse, quoi. J'arrive chez Chanel, du coup, en vente, parce qu'après, je pensais que j'allais faire 2 stages là-bas. Et en fait, j'adore la vente. Je traînais les pieds, je me disais ça va être horrible et tout. Stage de terrain. Et en fait, incroyable. Incroyable, l'équipe était dingue, que des gens excellents. Les process sont. Enfin, on peut même pas imaginer en tant que client, quoi. Et j'ai adoré la vente, j'ai surperformé, donc ma petite addiction à la performance, elle était un petit peu nourrie. Et je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Et quand je voyais que j'ai généré, je sais pas, des 30K pour Chanel, je me disais, mais c'est bizarre que moi je sois payée 900 €, quoi. Ouais, je me disais, purée, si j'étais ne serait-ce que commissionnée, ou si je vendais pour moi, mais je serais riche. Pas plus tard que ce matin, je reçois un petit message. Anaïs, j'ai passé les 10 000 followers. Je regarde qui c'est. C'est ma cliente qui vient de rentrer il y a genre 1 mois et demi dans l'académie. Elle avait même pas un compte pro. Alors pour faire 100K sur l'année, il faut avoir... Deviens visible. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs à singularité. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de recevoir Anaïs Karsenty. Bienvenue. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la singularité de ta vie qui fait la personne que tu es aujourd'hui? C'est la question signature de Deviens visible. Ah oui, on rentre dans le vif du sujet direct. Je dirais que c'est mon neuroatypisme. Ça me vient assez intuitivement, mais en fait, c'est un peu ma façon de voir le monde à travers mon prisme à moi. Et je pense que c'est ça qui, principalement, fait ma capacité d'analyse, comment je vais analyser mes clients, les aider, comment je vois l'entrepreneuriat en 2025. Et je crois que c'est ma force et vraiment ce qui fait que je suis particulière par définition. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta vie? Est-ce que tu as un moment marquant de ta vie, et après vous allez voir ce qu'elle fait, qui explique l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu plusieurs déclics, des répulsifs et des impulsifs, comme j'aime dire. Répulsif, c'est mon entrée en école de commerce. Ça a été assez dur, c'est pas ce que j'imaginais, j'ai senti direct que j'arriverais pas à être dans un monde corporate classique, en fait. Et je pense que c'est ça qui a été le tournant pour que je devienne entrepreneuse. Et impulsif parce que j'ai fait pas mal de choses, on le verra peut-être, mais j'ai découvert la vente, j'ai adoré, j'ai découvert le coaching, j'ai adoré, donc j'en ai fait un petit peu un mix dès que j'ai pu créer mon entreprise. J'aimerais que tu me partages ce moment-là, ton école de commerce, mais déjà bon que tu rentres en école de commerce. C'était comment ton enfance? Comment t'es arrivée à faire une école de commerce? Alors, je sais pas si c'est mon enfance qui a déterminé ça. Je pense que j'ai quand même été élevée dans l'excellence, donc oui, ça a dû jouer, mais j'ai surtout été élevée dans faire ce qui nous plaît, et parfois les deux rentrent en confrontation, je pense. De quoi? Faire ce qui faire ce qui nous plaît et être excellent dans ce qui est conventionnel. C'est-à-dire que moi, j'avais pas d'idée de carrière en fait. J'avais toujours été très bonne à l'école, sans forcer quoi. Et du coup, je m'étais jamais vraiment posé la question de après l'école, qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, c'était limite une fin en soi. Et je me portais bien là-bas, donc j'y réfléchissais pas. Quand je suis arrivée en terminale, je sais que j'ai eu un peu ce déclic et cette peur, même phobie, de me dire mais qu'est-ce que je vais faire après? Enfin, j'aime apprendre, mais il n'y a pas un métier qui m'attire en particulier. Et c'est vrai que dans la famille, c'était assez cliché, mais c'était bon. Il y a prépa, il y a médecine, il y a école de droit, ingénieur, et qu'est-ce que tu préfères? Mais moi, il y avait rien qui me parlait plus que ça. Donc je me suis dit, bah voilà, prépa, ça va prolonger mon lycée, et ça me donnera 2 ans de plus pour réfléchir. Et c'était toujours cette idée de, on se ferme pas de porte. Et au final, à force de pas fermer de porte, je pense que le vrai choc, il est arrivé en école de commerce. En prépa, tu travailles 2 ans, tu te tues, t'as l'impression que l'école ce sera la libération. Et en fait, moi, c'était l'inverse, quoi. T'as pas aimé la prépa? J'ai adoré. J'ai adoré la prépa. Mais les autres n'aiment pas la prépa? Personne n'aime la prépa en général. Je pense que c'est un peu la fibre entrepreneuriale déjà qui parlait, mais c'est un niveau de discipline, de régularité, une quantité de travail qui est phénoménale et que normalement tu peux pas tenir plus de 2 ans comme ça, tellement c'est intense. Mais moi, ça nourrissait vraiment mon côté, je suis sans arrêt dans l'apprentissage, la performance, etc. C'est un peu mon toxic trait aussi, donc voilà, ça matchait bien. Et j'avais pas l'impression de vraiment forcer les choses, j'avais l'impression que c'était limite mon milieu naturel en fait. Et le fait d'arriver en école de commerce, moi-même j'avais cultivé cette idée de me dire ce sera la libération, je vais direct comprendre ce que je veux faire, et puis voilà, ça filera tout droit. En fait, pas du tout. Pas du tout. Je suis arrivée en école, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette jungle, quoi? C'était juste l'inverse de mon milieu naturel, quoi. Vraiment. C'est fort ce que tu dis comme mot, c'est jungle. Pourquoi? Mais c'est sauvage, hein. Enfin, c'est assez violent, en fait. Tu sors d'un cocon en prépa, mine de rien. Okay. Je pense que personne n'en parle. C'est pour ça, c'est intéressant, ouais. Ouais, parce qu'on a tendance à diaboliser la prépa, parce que prépa égale travail, et l'école, libération, fête, etc. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vivent très mal ce passage-là. Bon, une minorité, mais
mais il y en a pas mal quand même. Et surtout les neuroatypiques qui, du coup, on se choque et n'en parle pas parce qu'on a peur de ce que pourrait penser l'école, on a peur de ce que penseront les autres, forcément. Et il y a un mythe qui s'est entretenu et tous les prépas, enfin, aucun sont au courant, quoi. À part ceux qui ont des grands frères et grandes sœurs. Mais ouais, t'arrives en école, c'est violent. Tu dois direct trouver un groupe, sinon t'es nobody, ils appellent ça, donc personne en gros. Tu dois te mettre dans des assos. À l'école de commerce, exactement. Ouais. C'est rude, surtout pour les introvertis qui arrivent pas vraiment à sociabiliser en grand groupe. Là, t'arrives dans une promo de 1000, 2000, c'est contre nature pour certains. Les cours sont vraiment très peu épanouissants intellectuellement parce qu'ils laissent toute la place à l'épanouissement social, on va dire. Sauf que si tu t'épanouis pas socialement, bah en fait t'as rien pour te rattraper et t'accouder à ça, quoi. Donc moi, je l'ai assez mal vécu la première année et je me suis dit bah c'est pas du tout ce que je veux. En plus, c'est déjà un échantillon du monde corporate en fait, parce que t'es déjà au sein de pairs qui seront peut-être avec toi dans les entreprises. Tu vois déjà comment ils se comportent. Pas tout le monde a un comportement exemplaire, on va pas se mentir. Il y a pas mal de violence, notamment dans les espèces de fraternité sororité à l'américaine, quoi. Et ouais, moi ça m'avait assez surprise ce changement soudain, alors que tous ces gens-là étaient des prépas, quoi. Et un prépa c'est un cocon, donc mais comme dans un lycée, quoi. Donc ouais, moi ça m'avait un peu surprise et je pense que c'était un déclic de me dire cet échantillon-là, je sais que c'est mon avant-goût de la vie d'après et j'en veux pas du tout. Voilà. T'as quel âge aujourd'hui? Je viens d'avoir 23 ans. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors la particularité, vous allez comprendre de Anaïs, je triche un peu, je la connais un peu mieux maintenant. Ouais, c'est vrai. La particularité, c'est que t'es entrepreneur, mais t'es encore étudiante aussi. Bah justement, oui, il fallait bien que je finisse... Enfin, d'ailleurs, pas d'obligation, mais il me reste qu'un an de Master 2. Tant qu'à faire, autant avoir le diplôme et te dire c'est fait, et puis après tu peux faire ce que tu veux. Ouais, enfin, il y a deux écoles sur cette question-là. Tout le monde me dit d'arrêter en soi. Je pense qu'il y a un... Ouais, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que t'en as à faire de ce diplôme? Tu sais très bien qu'il servira pas, etc. Moi, j'essaie de voir le verre à moitié plein, de me dire, voilà, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé déjà 5 ans pour ce diplôme. Il m'a aidé à me construire limite contre ce mouvement-là, donc peut-être que je devrais être reconnaissante, je sais pas. Il m'a donné de la confiance aussi, de me dire, bah voilà, tu fais une grande école, tu sais ce que tu dis quand tu parles de business, t'es formé par les meilleurs. Je pense que voilà, je vais transformer la boue en or, comme j'aime dire, donc why not faire des conférences à l'école, faire mes premiers TEDx, enfin tu vois, j'ai d'autres aspirations que les cours en eux-mêmes. Je me dis voilà, c'est quelques mois, je vais en profiter pour essayer de faire ça, mais ça va être chaud de combiner les deux. Toi, ton conseil du coup en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que t'es entrepreneur et t'es étudiante, ouais. T'es en école de commerce, tu sais que tu veux pas faire ça, mais en même temps tu te lances dans l'entrepreneuriat. Quel a été le déclic qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Première question. Et deuxième question, parlons de ton métier, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, à l'heure actuelle, je prends les choses à l'envers, j'ai fondé l'Académie, qui est un accompagnement pour les coachs, les formateurs, les thérapeutes et les freelances qui ont une offre transformationnelle. Donc qui amènent leurs clients d'un point A à un point B via la transformation qu'est leur offre. Et du coup, voilà, j'en ai coaché plus de 2000 et j'en accompagne régulièrement 500 qui sont dans l'Académie. Ta promesse, c'est que tu les accompagnes sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram. Tu diras mieux que moi, vas-y. Ouais, alors comment je les accompagne? C'est vraiment un accompagnement 360 qui leur enseigne les stratégies que j'ai théorisées. Donc les stratégies de vente, tout ce qui est vente one-one, tunnel de vente, vraiment stratégie de contenu sur Instagram plus particulièrement, mais il va y avoir aussi LinkedIn, et stratégie de structuration d'offres. Souvent ils arrivent avec une offre qui est pas du tout sexy, qui est améliorable et avec quelques modifs en fait on peut vraiment la vendre beaucoup plus facilement. Et c'est ces 3 piliers-là sur lesquels j'accompagne à travers de multiples formes de l'e-learning, du groupe, du suivi one-one, et un petit peu de tout. Je vais revenir plus en détail, j'ai la question pour ton académie, mais avant ça, comment tu te dis, ok, je suis étudiante, maintenant je lance une académie. Quelles ont été les étapes en fait? Moi j'ai une cible de femmes 35 et 45 ans, plus ou moins, mais cœur de cible c'est ça. Il y en a qui vont se poser beaucoup de questions, tu vois. Enfin, moi dans l'académie visible, et je suis visible de façon générale quand on les accompagne, ils vont se poser des questions. Ok, j'ai envie de faire ça, je vais pas oser. Bon, après ils vont oser au bout d'un moment. Toi, t'as moins de 23 ans d'ailleurs, t'as commencé quand? J'avais 21 ans. Voilà, t'as 21 ans. Moi 21 ans, je vais être honnête, à 21 ans, je ne savais absolument pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Je savais que j'allais être entrepreneur à un moment de ma vie. Mais à 21 ans, c'était sûr et certain que j'aurais pas été entrepreneur et que je ne voulais pas être entrepreneur. Après, je suis peut-être un mec moins mature qu'une fille, mais je pense que les mecs sont moins matures que les femmes, de façon générale, mais après, peut-être que c'est mon opinion à moi. Ouais, il y a un effet cumulé, ça arrive après, on va dire. Oui, mais tout de suite, en tout cas, à 21 ans, tu vois, je pense que nous, on est plus... Moi, c'était pas mon cas. Jeux vidéo, foot, sport, les potes, enfin bref, j'avais pas en tout cas cette intelligence-là à me dire je vais lancer un business. Toi, si 21 ans, c'est jeune, hein? Ouais. Je pense qu'on n'est pas de la même génération et que c'est pas qu'une question de maturité. Parce que moi, je suis vraiment passée du tout au tout où je suis perdue. Enfin, vraiment, en entrant dans l'école, j'ai fait une big dépression, quoi. Une quête de sens où je me suis dit, mais là, je ne me vois rien faire et je veux pas d'une vie comme ça, comment on fait? Donc, j'étais complètement paniquée, perdue. Ok, là, je crois qu'il y a une voie qui s'est dessinée. Et cette
nouveau, elle s'est dessinée de plusieurs façons. Donc je te disais, il y a l'élément répulsif de l'école où j'ai vu l'échantillon, je me suis dit, pas trop mon délire. Il y a mon premier stage que j'ai fait. Alors vous allez rire, j'attendais ça. C'est un Chanel. stage chez Chanel en vente, donc un stage de terrain, ce qui est très propre au luxe. Je voulais vraiment pénétrer le monde du luxe, etc. Ils m'ont dit voilà, tu fais un stage de vente. Bah en fait, je savais déjà que j'avais une puissance créative, j'avais envie d'innover. Je trouve que le luxe, dans ma tête, ça symbolisait tout ça en fait. Et le côté premium que j'aime et que j'ai mis dans mon accompagnement au final. En fait, je sais pas, j'avais une sensation qu'il fallait que je sois là-bas. Et en plus, c'est un peu cliché, mais souvent les filles, quand t'arrives en école de commerce, faut présenter un projet. Et il y en a pas mal qui sont là, bah moi je veux faire du luxe, etc. Du marketing du luxe, machin. Donc moi j'étais en mode très cliché, mais c'est ce qui me se rapprochait le plus de ce que j'imaginais, quoi. J'arrive chez Chanel, du coup en vente, parce qu'après je pensais que j'allais faire d'autres stages là-bas. Et en fait j'adore la vente. Je traînais les pieds, je me disais ça va être horrible et tout. Stage de terrain. Et en fait incroyable. Incroyable, l'équipe était dingue, que des gens excellents. Les process sont... Enfin on peut même pas imaginer en tant que client, quoi. Et j'ai adoré la vente, j'ai surperformé, donc ma petite addiction à la performance, elle était un petit peu nourrie. Et je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Et quand je voyais que j'ai généré, je sais pas, des 30K pour Chanel, je me disais, mais c'est bizarre que moi, je sois payée 900 €, quoi. Bon, c'est un stage, mais ouais, je me disais, purée, si j'étais ne serait-ce que commissionnée, ou si je vendais pour moi, mais je serais riche. Et en fait, je me suis dit, il y a un truc à faire. Je l'ai gardé dans un coin de ma tête, j'ai continué l'école après, et c'est imposé à moi la finance, en fait, où je me suis dit, voilà, je pars sur le campus de Nice, je vais essayer de voir s'il y a un truc à faire en finance. Mon père, il m'a pris un truc à deux, il m'a dit, Anaïs, de toute façon, tu feras jamais salarié. Munis-toi des outils que tu peux. Okay. La finance, tu pourras pas la prendre solo sur un coup de tête, et ça te servira pour ton entreprise. Il parle d'entreprise, je ne savais même pas ce que c'était être entrepreneur, hein. Je me suis dit, ok, je vais l'écouter, il sait probablement mieux. Et voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvée en finance. Et là, j'ai fait un tas de choses. Ouais, je m'ennuyais tellement à côté des études qu'il y a aussi l'aspect coaching qui est né, en fait. Je me suis dit, bah là, je vais accompagner des élèves. Enfin, au début, en fait, c'était vachement du bouche à oreille. Il y avait pas mal de mamans qui m'envoyaient leurs gosses, me dire, voilà, il veut telle école, genre il veut HEC, ou il veut LSI à Londres. Fais en sorte qu'il l'ait. Okay. Et donc, moi, Toi, tu viens de HEC ? Non, je viens de l'EDEC, pour un master en finance. Finance d'entreprise, de marché Ouais, corporate finance. Okay. Ouais. J'étais top 1 de ma prépa, etc. Donc, celle qu'il nous faut. Et puis, j'étais pédagogue de toute façon de base. Donc, au début, c'était des petits lycéens. Et en fait, ces lycéens, ils sont passés dans le supérieur, tu vois. Et c'est là où vraiment tout le monde faisait appel à moi. Donc, je me retrouvais avec des 15 heures par semaine, en plus de mes cours, à donner des coachings aux élèves. Comment se fait le premier bouche à oreille ? C'est-à-dire que tu es top 1 de tout ce que tu fais. Ouais. Comment elles te remarquent, ces mamans-là, comment elles viennent ? Alors, c'est juste des mamans de ma ville. Okay. Oh, je viens de me souvenir d'un truc, en fait. Ok, on adore les anecdotes, vas-y. Ah ouais. En fait, mon cousin, Théo, si tu passes par là, on t'embrasse. On t'embrasse, Théo, je te connais pas, mais on t'embrasse. À l'heure actuelle, il est notaire, okay. Mais je pense qu'il a aussi une fibre entrepreneuriale, tu vois. Et très tôt, il a monté sa boîte qui s'appelait Pro School, et c'était pour réserver des cours en ligne, un petit peu comme super prof, tu vois. Et il avait besoin de profs. Donc je lui dis, bah vas-y, tu me mets dessus, je ferai la prof pour les élèves et tout. Et du coup, j'ai eu 2-3 élèves comme ça, mais vraiment cours de maths, cours d'anglais, enfin des trucs... Mais eux, ils sont passés dans le supérieur. Donc c'était eux mes premiers clients de coaching, vraiment. Après, ils étaient tellement satisfaits que les mamans, elles ont parlé à toute la terre, et j'en avais plein. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Ça me donne une leçon. T'es passé par une plateforme, c'est ça ? Ouais, la plateforme de mon cousin. Ok. Ah, c'est sa plateforme à lui ? C'est lui qui a créé la plateforme ? C'est ça, la plateforme. D'accord, je pensais qu'il t'avait inscrit sur une plateforme. Ok, c'est la sienne. Oui, c'est pour ça. Il m'a dit, j'ai besoin de profs. Ok. Est-ce que tu veux te mettre dessus ? Et voilà. Leçon numéro 1, si tu n'as pas de clients, tu peux passer par des plateformes qui vont t'aider à trouver des clients. Quand je reprends l'exemple d'Anaïs, si tu galères ou si tu veux te lancer, et même si tu galères pas, tu te dis, ok, comment je vais trouver des clients ? Bah, si tu as la compétence, tu passes déjà par une plateforme, tu vas trouver tes premiers clients, et après, tu vas rebondir. Je suis sûr qu'il y aura plein d'autres pépites. Bien sûr. Je ferme la parenthèse. Ok, donc... Ouais, en fait, je pense qu'il faut accepter de vivre plein d'expériences qui, sur le moment, font pas sens mathématiquement, mais qui, au fond de toi, tu le sais, il y a une petite intuition de me dire, bon, je fais ça, on verra. Okay. Et moi, je t'ai dit, c'est difficile de te dire d'où ça vient, parce que c'était plein de trucs. Il y a eu Chanel, il y a eu le coaching des élèves, même mon expérience en banque. Enfin, en fait, j'ai eu plein de choses qui m'ont fait me dire, ok, là, j'adore le coaching, j'adore la vente. J'ai même créé un business de manucure. Je faisais les ongles à des filles quand j'étais à Lille et que je me faisais chier comme un rat mort. Et du coup, sur Instagram, j'ai dû lancer ce compte, tu vois. Et je me suis dit, ok, Insta, il y a un truc à faire. J'ai commencé à vraiment tryhard pour avoir des clientes que je connaissais pas, quoi, en plus des filles de mon école. Et c'est là où je me suis dit, ok, tu manipules Instagram, tu manipules le coaching, t'es une bombe en vente, il y a pas de raison que ça marche pas. Je me suis dit, mais attends, le nombre de gens qui galèrent. Et du coup, j'ai lancé l'académie et ça faisait sens. Et tous mes clients ont des résultats de fou, quoi. C'est quoi les compétences requises pour toi pour être un bon entrepreneur ? Comme moi, je pense que tu as affiné ta méthode, que tu enseignes à tes étudiants. Tu parles de vente. J'étais une bombe en vente. Il fallait que je mette ça. Tu as utilisé les codes du luxe. Tout à fait OK avec ça aussi. Je trouve que c'est hyper important.
Tu m'as dit, j'ai des compétences sur les réseaux sociaux. Pour toi, quelles sont les compétences nécessaires pour développer une activité, vivre de cette activité? Et là, il y a deux questions. Est-ce que c'est être un bon entrepreneur? Si c'est ça la question. Un bon entrepreneur, il n'y a pas une recette magique en fait. Je trouve Un que entrepreneur c'est... qui va réussir selon toi. T'es pas HPI, t'as pas ton cerveau, t'as rien du tout, et tu retrouves Anaïs. Je lui dirais, bien sûr, c'est au cas par cas, mais toi, selon toi, comment elle aurait besoin de quoi pour réussir? Ouais, je pense que c'est multifactoriel, mais les éléments principaux que je mettrais dans la recette, c'est vraiment avoir une puissance d'apprentissage. Okay. C'est-à-dire aimer apprendre, prendre du plaisir à apprendre et être ok avec le fait de ne pas tout savoir parce que plus t'en sais, plus tu sais que tu sais pas en fait. La fatalité d'entrepreneur, c'est qu'ils comprennent tous les jours qu'il sait pas ça. Et ça, il faut vraiment aimer apprendre pour être les plus performants. Moi, je pars toujours du principe que tout s'apprend. Enfin, à part peut-être chanter, où là, je me dis vraiment, moi, si je devais bien chanter, je pense que ce serait quasi impossible. Mais vraiment, c'est le seul domaine où je me dis que c'est pas possible. Les coachs vocaux me disent oui, que je pourrais. Mais moi, je sais que je chante tellement mal. Ah, vraiment. C'est quelqu'un qui disait qu'il te fallait 5 ans full-time pour être excellent dans un domaine et 10 ans part-time pour être excellent dans ce domaine-là. Et en fait, ils expliquaient que pourquoi l'école t'avait des bacs plus 5, c'était à cause de ça. Donc en gros, aujourd'hui, t'es nul au football, tu veux devenir footballeuse, et alors tu gagneras peut-être pas un ballon d'or, mais en tout cas, tu pourrais jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2 facilement si tu mettais 5 ans dédiés tous les jours à faire ça. Mais grave. C'est dingue, hein. Ouais, et au-delà des 5 ans, ça peut faire flipper, mais c'est à hauteur d'1 heure par jour. Ouais. Donc, si tu t'y mets 1 heure par jour dans un truc, t'es sûr de réussir. Enfin, c'est quand même fou. Ouais. Moi, ces stats, elles me matrixent le cerveau. Ouais, vraiment, je me dis toujours que je peux tout faire. Je me dis toujours, mais ça, je vais apprendre. Et tout le monde me prend à chaque fois pour une folle. Mais je suis comme ça sur tout, en fait. Donc, je pense que, capacité d'apprentissage à fond. Okay. Mais en fait, du coup, l'apprentissage, ça va partir sur tout. Mais du coup, faut apprendre la vente. C'est indispensable. Faut apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que ça coûte rien. Et ça rapporte énormément pour n'importe quelle activité. J'ai des niches dans tous les sens dans l'académie. Tout fonctionne. Et apprendre à s'entourer. Moi, j'ai toujours ce réflexe-là. Je sais pas un truc, je vais aller chercher le meilleur dans son domaine. Je vais dire, apprends-moi. Et c'est comme ça pour tout. Je fais que des raccourcis. J'ai pas le temps de faire mes recherches sur Internet, regarder toutes les vidéos YouTube où il y aura plein d'infos, soit fausses, soit qui fonctionnent pas. Aller chercher des stratégies chez XYZ, contenu gratuit. En fait, arrêtez de perdre votre temps. Vous investissez 3, 5K, 6K, vous en retrouverez ça au moins tous les mois. Enfin, pour moi, il n'y a pas débat. J'ai toujours réfléchi comme ça. Quand j'avais 20 piges, j'ai investi dans ma première formation américaine. Okay. Ça coûtait $2 500. Mes parents, ils me trouvent barge, quoi. Enfin, vraiment, quand je leur ai dit, mais... Alors, j'ai trouvé une formation américaine sur Internet. Je connais pas le gars. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Ils m'ont regardé, mais vraiment, ils me dit, mais toi, tu rêves. En fait, ça, c'est la phrase de tout le monde. Toi, tu rêves. Et en fait, moi, j'avais une intime conviction que c'était le début de quelque chose. Enfin, vraiment, je me disais, mais... Écoutez ton intuition. Pitié, prêtez-moi cet argent. Bon, j'ai mis aussi mes économies d'anniversaire, etc. Mais j'ai tout mis, quoi. Je me suis dit, je suis sûre que ça va être un truc. Et c'est un déclic que j'ai même pas cité, mais ça a été limite le plus gros déclic. C'est de me dire qu'un autre monde était possible et qu'on nous le cache. Un monde où on vit de notre activité, on n'a pas besoin d'un capital de départ, on n'a pas besoin d'avoir fait, je sais pas, Harvard. Enfin, un monde vraiment où on n'est pas dans le monde corporate et on peut vivre et avoir beaucoup d'argent et aimer ce qu'on fait, parce que souvent c'est inconciliable dans le monde corporate. En tout cas pour moi, ouais, ça a été un vrai déclic. C'est comme ça que j'ai débuté tout ça et j'y connaissais pas grand chose. J'étais juste très intuitive, donc j'étais forcément bonne dans la vente, les trucs comme ça. Mais ça a cadré le truc. Okay. Et c'était pas The Formation avec le recul. Je fais maintenant beaucoup mieux, tu vois. Mais juste qu'un Américain me regardera dans les yeux et me dise qu'en gros c'était possible, ça m'a aidé. Chouette. Donc on a noté les 5 clés sur Antoine. Non mais c'est clair qu'il faut se former. Et c'est un mindset aussi que tu as eu, tu vois. Enfin, tout le monde n'a pas ce mindset. Moi je pense que dans la société, on te met des choses dans la tête et on t'empêche. Pour moi, la télé, c'est un poison. Alors je regarde la télé, je regarde des matchs. Je suis fan du PSG, donc je regarde beaucoup le PSG. Je pense qu'à part le PSG, à part 2-3 émissions d'entrepreneurs, je regarde pas la télé, mais je pense qu'en fait, on t'enferme dans un truc, on te bourre en disant, ok, il faut que tu regardes ça pour pas que tu réfléchisses autrement et que tu ailles chercher ce qui se passe autour. Moi, je suis profondément convaincu, tu vois, que le nouveau monde, ça va être ton métier, le mien, ça va être en tout cas d'ouvrir des voies, d'ouvrir des portes aux personnes et de les accompagner, en fait, à exceller dans n'importe quel domaine. Hier, je parlais à un pote, et il me disait que sa copine, elle a eu 10 000 abonnés, elle a eu 2 clients, et ça fait 2 semaines qu'elle est sur Instagram, parce qu'elle a commencé à parler de son métier. Elle est charpentière, la fille. Ah mais oui, mais je vois très bien de qui tu parles. Ouais, tu vois. Très drôle. C'est assez dingue de voir ça, et tu dis que vraiment, si tu t'ouvres, peu importe le métier, que tu parlais de niche, peu importe les niches, tu peux tout faire en fait. Ouais, en fait, qui que tu sois, mais même que ce soit les métiers libéraux, je pense aux avocats qui ouvrent leur compte, des dentistes, etc., les chirurgiens esthétiques aux États-Unis, que tu sois même salarié, ça peut t'aider de communiquer sur LinkedIn, que tu sois artisan, enfin en fait, peu importe, aujourd'hui, communiquer sur les réseaux sociaux, c'est pas que c'est indispensable, c'est que ça peut juste être game changer pour ta carrière. Et c'est gratuit,
Donc après on parle de la télé qui enferme, les algorithmes enferment vachement. Évidemment qu'il y a des points négatifs, mais si tu sais utiliser l'outil, t'en es plus la victime, t'es plus le consommateur, t'es l'acteur du truc. Et ça c'est un truc de fou quoi. C'est génial. J'ai envie de parler de ton académie. Tu proposes une formation en 5 phases. Est-ce que tu peux nous décrire ces phases brièvement? Aussi, j'aimerais que tu me parles de l'ordre. Est-ce que l'ordre est essentiel ou est-ce qu'on peut switcher d'un ordre à un autre? Donc, c'est quoi les 5 phases de l'académie? Alors, ouais, l'ordre est essentiel puisque c'est un parcours que j'ai pensé pour être des briques qui se construisent au fur et à mesure des vidéos. Ok. Donc, et des coachings et du suivi. Donc oui, l'ordre est essentiel. T'es bien renseigné. Du coup, il y a 5 phases. Il y a la phase de stratégie d'introspection. Beaucoup viennent avec un projet qui leur paraît bien ficelé, mais en fait, il l'est pas. Donc, faut remonter en arrière et juste repasser sur la phase introspective pour savoir si c'était vraiment ça que tu voulais faire ou si tu t'es fait biaiser par se disant une niche qui fonctionnerait mieux ou est-ce que tu veux juste gagner de l'argent mais le projet n'aura pas d'impact et du coup il marchera pas parce que ça vibrera pas pour toi. Enfin vraiment c'est un truc de est-ce que tu matches avec ton projet, est-ce que le projet est bien ficelé. Une fois qu'on a posé les bases, il y a la phase de structuration, création d'offres. Et ça c'est super important parce que il y en a qui viennent même avec des offres dans l'académie mais ils les vendent pas. Ils se demandent pourquoi, mais c'est pas structuré, c'est pas irrefusable. Ton persona, quand il arrive devant ton offre, normalement il peut pas la refuser si elle est bien structurée avec ma méthode. Et du coup, on refait tout ça. Ok. Ou en tout cas, on vérifie que ce soit fait, mais en général, c'est pas fait. Troisième phase, c'est tout ce qui va être stratégie de vente. Je disais, les tunnels de vente. Vraiment une stratégie simple qui va droit au but, sans artifice, sans pub, sans prospection. Enfin, vraiment un truc clair, net, précis. Pas 10 000 étapes. Un tunnel qui est prévisible en fait. Et aussi, on bosse sur la compétence vente en one-one qui est super importante. Et la quatrième phase, c'est tout ce qui va être stratégie de contenu. J'ai créé des stratégies de contenu que mes clients utilisent à l'heure actuelle et je leur transmets en détail avec des exemples, comment ils trouvent leurs idées de contenu, comment ils gagnent du temps dans leur création de contenu, et surtout quelle est la colonne vertébrale de leur stratégie et pas juste faire un bon post et faire du post à post parce que ça marche pas pour vendre. Il faut construire via ton contenu le besoin de la vente chez ton viewer. Et ça, c'est une stratégie. C'est pas juste le post est bon, je like et voilà. Il faut qu'il y ait un but derrière. Ouais, parce que tu peux faire 30 posts bons, mais s'ils ne sont pas, et là aussi l'ordre compte, enfin s'ils sont pas. La structure. Ouais, si tu suis pas la stratégie, bah tu vendras pas. J'ai une cliente, elle vient, elle a 70 000 followers, elle vend rien. Et pourtant, tous ses posts ils explosent, mais elle a pas construit de stratégie. Exactement. Donc on a tout refait. Et il y en a qui viennent avec 0 followers. Pas plus tard que ce matin, je reçois un petit message. Anaïs, j'ai passé les 10 000 followers. Je regarde qui c'est. C'est ma cliente qui vient de rentrer il y a genre 1 mois et demi dans l'académie. Elle avait même pas un compte pro. C'est génial. Tu te rends compte? Ouais. Et je lui dis, mais tu me parlais avec ton compte perso quand je t'ai vendu l'académie, c'est trop drôle. Elle a explosé, tu vois. Étude de cas, tiens, parlons de cette cliente. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a explosé? Bah, c'est la stratégie que je lui ai transmise de contenu. J'aime bien le mood de Anaïs parce qu'elle est un peu comme moi. En fait, on n'est pas en concurrence. Enfin, t'aimes beaucoup donner. En fait, on en parlait en off. Et donc, si tu veux détailler, bah, carrément avec plaisir. Bah, carrément. Moi, je fais pas de rétention d'infos puisque de toute façon, je sais qu'ils ont Ouais. besoin d'être accompagnés pour Exactement. que ça fonctionne. Donc, je vais vous donner la trame exacte que je transmets à mes clients. L'idée, c'est qu'il y a une phase 1. Dans ma stratégie de contenu, il y a 3 phases. Phase 1, c'est du contenu de valeur actionnable. C'est-à-dire des contenus qui vont juste attirer les vues, l'attention, l'engagement. C'est-à-dire un contenu, je sais pas, elle par exemple, ma cliente, elle est coach carrière. Okay. Et elle aide les salariés à mieux performer, avoir, je sais pas, leur bonus, avoir le job de leur rêve et vraiment monter dans la hiérarchie. Comment elle fait? Bah, elle a créé des contenus vraiment très très actionnables qui apportent des micro-solutions aux douleurs de son personnel. Les douleurs, c'est, je sais pas, négocier mon salaire par exemple. Ça, c'est une des micro-douleurs. Ok, bah elle a fait du contenu. Quand on te parle de tes aspirations en termes de salaire, ne dis pas, je sais pas, peu m'importe, ne dis pas, je veux 10K, dis plutôt ça. Et là, elle donne une méthode concrète en description, par exemple, ou sur le post en lui-même. Et du coup, ça explose, elle fait des 4 millions de vues, etc., tu vois, parce que c'est la douleur de son persona. Et elle propose une ressource gratuite. Les gens demandent la ressource, elle rentre des gens dans son tunnel, et c'est comme ça que tu commences une stratégie de contenu de zéro. C'est-à-dire que peu importe qui elle est, si c'est la douleur de son persona, il s'en fout de qui elle est. Il faut arrêter de baratiner avec son personal branding, ça va pas suffire. Il faut vraiment qu'elle mette sa compétence sur la table. Première étape. Elle rentre des gens dans son tunnel. Deuxième étape, là on passe au contenu de conversion. Donc c'est pourquoi en gros elle est qualifiée sur ce qu'elle fait. C'est très orienté résultat. Ses propres résultats. Elle a un job de fou à Hong Kong, tu vois. Elle peut se permettre de montrer son avant-après. Les résultats de ses clients qu'elle a déjà eu, ses témoignages, ses retours, etc. Et là ça vend encore plus parce qu'il y a de la preuve sociale. Et la troisième phase, c'est une phase de communion. Bien, en fait, il y a 3 profils d'acheteurs. Le premier profil d'acheteur, c'est intellectuel. Donc il va regarder la phase 1, ça va lui suffire limite. Il va se dire ok, bon, elle sait de quoi elle parle. J'achète. C'est un peu plus rare parce que sur du high ticket, tu vois, il faut vraiment mener la vente. Profil 2, c'est les profils plutôt analytiques. Donc c'est mathématique, genre ses clients ont des résultats, elle a des résultats, j'aurai des résultats. Exactement. Voilà, au moins c'est fait. Ouais. Et c'est pour ça que c'est ça qui vend le plus, c'est parce que c'est limite logique, tu vois. Mais en fait, les vraies décisions d'achat, elles se font sur le côté émotionnel. Et c'est la phase 3 qui vient rapatrier tous les prospects hésitants. C'est les profils d'acheteurs émotionnels qui vont se dire ok, j'ai besoin de connaître cette personne, ou
ou de me sentir vibrer avec elle, de m'identifier à elle, ou en tout cas de l'admirer, je sais pas, mais en tout cas d'avoir une relation émotionnelle avec elle pour lui acheter, à elle et pas une autre. Et Pour moi, c'est ça la phase meilleure 3. Pour moi, c'est ça, c'est celle-là la plus importante. Bah en fait, ça dépend, il y a plusieurs écoles, Dans etc. mon cas, le facteur identification, me dire, ok, en fait, elle a fait, je me reconnais en toi, je me reconnais en ce qu'elle fait, tu vois. On est en pleine Fashion Week en ce moment. Hier, je devais aller chercher mon fils. Je suis fan de personnes, tu vois. J'aime bien les gens, mais j'ai pas de waouh, on dit waouh, je suis fan de cette personne-là. Pareil. Donc, bah, tu vois, Ouais. et j'étais fasciné hier. Défilé Saint-Laurent, la place de la Bourse. Je rentrais chez moi et je vois il y avait une tonne de personnes qui attendaient. Moi, je suis curieux en fait, tu vois. Donc, Oui, tu bah, demandes pour qui ils attendent. exactement. Je dis, mais pourquoi vous attendez? Ils disent, en fait, on va voir Gigi Hadid, on va voir Bella Hadid, on va voir un tel, on va voir un tel. Et je dis, mais et je leur demande, mais pourquoi tu veux les voir? Ouais. Bah, parce que ça me fera du bien de les voir. J'ai dit, mais tu lui parleras pas. Et en fait, je comprends un truc, c'est que les gens adorent, je sais pas, il y a cette émotion-là qui font que, tu vois, c'est dingue, hein. Mais bien sûr, la vente, et surtout sur du high ticket, c'est rarement une décision rationnelle. Mais là, on parle, en fait, je pense qu'on n'a pas la même cible aussi. Moi, je propulse des gens qui peuvent partir de zéro. Et je leur donne la chance que ça marche vite. Parce que le problème, quand tu commences avec un contenu de personal branding, c'est qu'il y a un effet cumulé qui est long, qui est latent. Donc tu vas pas faire tes premières ventes dans les 90 prochains jours, c'est pas vrai. Ça dépend. En fait, ça dépend de ta stratégie. Exactement, de en la fait, stratégie. T'as une bonne stratégie, ça va évidemment avoir l'effet escompté, mais beaucoup de débutants font cette erreur de commencer par juste parler d'eux, et la plupart le font pas bien en plus. Ma stratégie, elle laisse pas de place au doute, et je trouve qu'elle est propice vraiment à n'importe lequel de mes clients, n'importe quelle niche, etc. C'est vraiment un mode d'emploi. Mais c'est vrai que la phase 3, elle est indispensable. Et quand tu commences à plus vendre, quand tu commences à juste stagner et n'avoir créé aucun lien avec ton audience et qui se désintéresse de toi, et que tu commences même à connaître une phase de décroissance, c'est que t'as pas fait la phase 3 en fait. Donc elle est littéralement indispensable. Il y a pas d'ordre d'importance. C'est juste un cycle qui se répète en fait. Et si t'as les 3, t'es sûr de vendre 3 profils d'acheteurs. Tu vois. Mais bien sûr que le personal branding, on en parlera, mais indispensable au possible. Ton personal branding, c'est pour ça qu'il faut pas se tromper, c'est qu'il parle dans les 3 phases. Faut pas attendre la phase 3, te dire bon bah je vais parler de moi, etc. Enfin sur Instagram, tu vois, il y a plein de façons de communiquer, il y a les stories, etc. Tu peux parler de toi et tout. Mais il y a des posts précis qui arrivent à un moment clé dans la phase 3 où tu te dis voilà, c'était cette personne qu'il me fallait. Ouais, c'est clair. Enfin, je pense que nous on accompagne des gens qui sont débutants aussi, tu vois. On a aussi bien déjà avancé que débutants. Les 3 c'est essentiel, hein, mais je pars du principe. Enfin, après moi je suis beaucoup les codes de l'influence. J'ai commencé par ça. Bah oui, c'est pour ça. Où les posts qui vont le plus marcher, c'est quand tu vas raconter ta vie, tu vois. C'est quand tu vas parler de toi et les gens vont se connecter à toi. Tu vas faire une story où tu vas parler de ta vie perso, mais en fait tu sais où tu les emmènes quand tu parles de ça. Et tu vas faire une autre story où tu vas parler du côté vraiment très technique, très rationnel où il s'est passé ça. Il y aura moins d'engouement, mais c'est sûr que c'est un travail en amont qui va faire que ça va rassurer, que ça va rassurer, que ça va rassurer. Après, la personne elle clique sur le. Bien sûr, ah oui, non, mais c'est achat, indispensable. Et en fait, moi, c'est plus des catégories larges dont je te parle dans les phases. Si on rentrait dans le détail, tu vois, tu peux commencer avec une histoire sur toi, mais en fait, c'est un contenu éducatif actionnable. En fait, c'est la stratégie. Aucun des prospects ne s'en rend compte et ne se dit là, elle me donne de la valeur, là, elle est elle-même. Non, c'est juste pour que ce soit clair pour les gens. Et effectivement, le personal branding, il est là dès le début. C'est le premier truc qu'on définit avant le premier post, en fait. Donc, bien sûr que c'est la clé, quoi. Mais pour moi, c'est juste, j'allais dire, la béchamel dans les lasagnes, tu vois, c'est vraiment la base. Et après, bien sûr qu'on peut aller plus loin. Une base importante. Ok, t'es jeune, t'as 23 ans, certes. Est-ce que t'as connu un échec dans ta vie et comment t'as pu rebondir après? J'ai pas envie de dire mon plus gros défaut. Ok. Ça va être mal perçu, hein. Je suis pas encore aussi résiliente que j'aimerais l'être. T'es étudiante, t'as lancé un business qui cartonne et tu dis que t'es pas aussi résiliente. Ok, j'aimerais savoir pourquoi. En fait, je transforme pas mes échecs. Et il me reste un peu là, des fois. D'accord. Pourtant, je suis pas quelqu'un de rancunier, etc. Mais ouais, là, c'est un truc sur lequel je suis en train de bosser, là, à l'heure actuelle, donc c'est rigolo. Avec ta coach? Ouais, avec ma coach. Ok. J'ai pas encore transformé mes échecs, mais tu me diras, c'est passé. Enfin, j'ai eu une hyper croissance, tout est allé super vite, donc ça sert à rien de se flageller. Mais c'est un truc que je suis en train de process. Je pense que mon premier vrai échec, c'était l'école que j'ai eue. Sorry, des decks. Mais ouais, en fait, tout le monde me voyait. Enfin, j'étais majeure de ma promo. Enfin, tout le monde me disait, toi, c'est HEC, blablabla. Et moi, j'y allais en mode, j'aurais minimum les secs. Et ça s'est pas bien passé. Voilà. Et ça, je l'ai toujours vécu comme une injustice. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, je devrais m'en foutre. Mon école n'a absolument aucune incidence sur ce que je fais. Mais ça, c'était mon premier échec. Et j'ai réalisé au dernier coaching que j'ai fait. Ça m'était un peu resté en travers de me dire que je méritais mieux dans le classement conventionnel. Mais c'est pas grave, j'ai pas cubé pour autant. Enfin, j'ai pas refait une année de prépa. Enfin, donc c'est qu'en fait, c'était ma destinée, tu vois. Alors, c'est pas grave. Et je pense que l'échec le plus dur, je suis en train de le vivre à l'heure actuelle, c'est que je me suis fixé un objectif d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et je n'arrive pas à communiquer dessus. T'arrives pas à communiquer sur le fait que tu veux faire 1 million ou t'arrives? Sur mes avancées,
Ok. et mes reculs, Ok. parce qu'il y en a forcément. Bien sûr. Et je pense que le building public n'est pas fait pour moi. Et d'ailleurs, je le conseille à très peu de clients. Il y a vraiment un profil qui est apte au building public et plein de gens pour qui c'est C'est pas fait. rigolo que tu dis ça. Bah ouais, mais je l'ai réalisé vraiment là, quoi. Qu'en fait, je voulais grave faire du building public et en fait, je me suis fixé un objectif d'1 million que je pouvais facilement atteindre. Et là, les gens ils vont se dire, mais quelle grognasse. En fait, genre vraiment, j'y étais à l'objectif. Je faisais presque 100 cas par mois depuis 3 mois, on va dire. J'ai fixé l'objectif en me disant, 2025, obligé, c'est 1 million. Ouais. Et depuis que je me le suis fixé, j'ai un blocage terrible. Je n'arrive plus à communiquer. Je me suis sabotée en fait. Parce que derrière le million, j'allais chercher trop de trucs. J'allais chercher la crédibilité, la fierté, des conférences, des podcasts. Et en fait, je me suis dit, mais tu t'en fous d'avoir le million. En fait, tu vas chercher des trucs que t'as déjà. C'est comme si je te disais, ouais, je veux acheter ces bouts d'oreilles. Je les cherche de partout dans Paris alors que je les ai aux oreilles, tu vois. Tu l'as pas fait encore, le million, donc c'est pas... Non, mais mathématiquement, si je faisais les mêmes mois, c'était lancé, Ouais. quoi. Je me suis fait un objectif que je pouvais atteindre et je Ok. me suis complètement sabotée Ok. pour ne pas l'atteindre. Je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous un saboteur, Ouais, une bien saboteuse. sûr. Et moi, elle s'est réveillée à ce moment-là et je pense qu'elle est jamais là pour rien, cette saboteuse. Enfin, elle sait que j'ai metté trop de trucs derrière le million, comme je t'ai dit. Elle m'a limite fait un signe pour m'éviter la déception de ce qui allait se passer quand j'aurai le million. Mais maintenant que je l'ai compris, je suis apte à aller chercher ce million-là et en fait, tout ira très bien. Mais c'est vrai que j'ai eu du coup un passage à vide créatif de malade et pour moi, c'était un échec parce que la créativité, c'était quand même ma force. Ouais, c'est clair. Tu vois. Ouais. Et ouais, c'était dur. Après, pour moi, est-ce que, moi, à ta place, ce que je ferais, j'ai 40 ans, un peu plus d'expérience, en tout cas, sur ce genre de choses. Après, c'est un peu mon métier, ça. Est-ce que tu montreras pas toutes les étapes sans communiquer autour et dès que c'est done, tu le balances, tu Ouais, vois? c'est vrai. Donc, De c'est ouf. quelque chose que tu garderais, tu enregistrerais ça. En fait, moi, je le fais tout le temps, ça. Mm. C'est-à-dire qu'on fait l'événement visible là, le 15 novembre, 500 personnes qui vont venir. Il y aura des belles personnalités. Enfin bref, ça sera un événement, tu vois. Il y aura aussi bien le politique, l'influenceur, le chef d'entreprise. Enfin, il y aura vraiment des univers vraiment différents. En fait, je mets 2 personnes inconnues, alors que j'aurais pu mettre, en fait, j'ai plein de gens qui étaient connus qui disent, je vais faire ton événement, je vais être là. Je me suis dit, je rends les gens visibles. Ouais. Donc, Trop pour bien. aller au bout de mon process, je vais prendre 2 personnes, 0 réseau, rien et tout, etc. Et on va les rendre visibles. Bah, ça va monter le truc. Et je suis en train de documenter tout ça. Trop et je cool. le mettrai après que ça sorte, tu vois. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc moi, je te conseille de faire ça. Comme ça t'enlève ces pressions. Au pire, tu l'as fait, c'est cool. Tu le mets. Mm. Tu l'as pas fait, si t'as pas envie, tu le mets pas. Et même après l'événement s'est passé, bah en fait, bah, vous voyez ça, en fait, il s'est passé ça derrière. Et t'as le truc effet viewer qui dit, ok, j'ai envie de voir comment ça se passe. Donc, Grave. En fait, je me suis pressurisée solo ouais, avec le bien sûr, regard ça des te gens. pressurise de fou de faire ça. Ouais, alors que moi, je voulais juste en fait partager ça avec ma communauté. Ouais. Enfin, je voulais vraiment qu'ils se sentent partie prenante d'une histoire. J'ai réalisé que ça n'avait pas d'intérêt de le faire comme ça, quoi. Et que, au contraire, moi, ça me dissuadait de créer. Parce que j'ai l'impression d'avoir des regards insistants Ah, sur. mais Alors, c'est normal. j'ai pas les épaules créatives pour combiner les deux, en fait. Et c'était cool de m'en rendre compte tôt, en vrai, parce qu'on est que milieu d'année en soi. Donc, on verra. Mais ouais, j'aimerais bien avoir des souvenirs de cette période. Donc, c'est vrai que filmer, c'est trop cool. Ouais. Et il y a un truc aussi que tu as. J'ai toujours été dans ma communication assez. Enfin, je sais pas, lisse, ou en tout cas, je partageais les choses, mais j'avais une communauté bienveillante. Hein. Après, même depuis que je fais de l'ADS et tout, forcément, j'ai des haters, tu vois. Ouais. Et il y a un hater qui me suit, ce mec-là, il commente t'es une merde. C'est une vraie merde, ce mec. En fait, il commente à chaque fois. Je le bloque pas, je le laisse, en fait. Tu vois, en fait, ce matin, j'ai posté un truc, il a encore mis un commentaire. Maintenant, je rentre dans son jeu, j'ai compris le truc où je lui pose des questions, je le relance. À un moment, j'ai dit, tu te rends compte que là, grâce à toi, je sais pas, j'ai gagné 10 000 vues de plus. Parce que le fait que tu commentes mon post, Clairement. bah, Insta, en fait, tu lui envoies un signe où c'est intéressant et en fait, il va l'envoyer à d'autres personnes. Ouais, Donc les là, haters, c'est des bénévoles. ouais. Hein. Et donc là, il a arrêté de commenter quand je lui ai dit ça, Ouais. tu vois. Moi, je bloque parce que j'ai pas la force mentale de Je m'en comprends. foutre. Mais c'est vrai que oui, c'est des bénévoles, hein, concrètement. Ouais. Mais des fois, j'ai pas envie de troquer quelques vues pour ma santé mentale parce que Non, je mais suis je comprends, sensible. bien sûr. Je comprends, ça fait mal. Et après, tu sais, moi, c'est l'âge aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je Ouais. me dis, c'est une merde. Mais je vois qu'il y a un vrai truc d'âge. Ouais. Enfin, souvent, pour rire, je fais des posts LinkedIn. Enfin, pas pour rire, mais j'ai un peu une conviction business. Enfin, que l'expertise vaut mieux que l'expérience. Et que tu peux acquérir beaucoup d'expertise en peu de temps. Et que ton expérience en termes de temps passé, elle a pas d'intérêt. Tu peux passer 20 ans à faire de la merde, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a bien un truc qui apporte les années, c'est le recul, la stabilité émotionnelle, etc. Et quand je parle je suis entourée que de gens qui ont au moins 10 ans de plus que moi, Ouais. en soi. Hein. Ouais. Et c'est vrai que quand je leur parle, je me dis, c'est quand même ça qui me manque. Enfin, pas qui me manque, Oui, mais mais si que, ça... que je vais construire avec le temps, Exactement, tu bien vois. sûr. Dernière question. C'est quoi le cliché qu'on dit souvent dans ton métier? Oh bah, arnaqueuse. Ouais, c'est des arnaques, Influenceuse, c'est de la merde. Quand on m'appelle influenceuse, je le prends pas mal, c'est juste que c'est pas mon métier, quoi. Ouais, Donc, ouais. enfin voilà, moi j'ai jamais fait d'influence. Je suis entourée vraiment de gens bienveillants. Dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui me respecte pas ou qui me déteste en secret, ou ça dégage. Ouais. Donc ouais, pour moi, j'ai plus d'a priori sur mon taf, j'en entends même plus parce que Ok. c'est ma norme et que je m'entoure des gens qui le méritent, quoi. Si quelqu'un vraiment est externe à ce monde-là, c'est genre, ah oui, t'es une influenceuse, waouh, t'es une arnaqueuse, c'est Ouais, pyramidal. c'est clair. Ouais, Je suis là, ouais, maintenant, le je truc, suis ouais. littéralement prof sur Ouais. internet pour Ouais. les adultes.
Pars de ce principe-là Ouais. avec tes codes. C'est clair. Du coup, voilà. Ok. Et tu parlais de 100K par mois, on va dire, pour une personne qui nous suit, qui veut faire 100K, c'est quoi la recette? Enfin, Pour faire 100K sur l'année, pardon. Ah oui. 1 million sur l'année. Pardon, j'étais sur 100K par mois. Alors, pour faire 100K sur l'année, il faut avoir vraiment les 3 types de stratégies. Donc, stratégie de contenu, stratégie de vente, stratégie de structuration d'offres. Une fois que c'est fait, repeat ce qui marche. Stratégie de contenu. Stratégie de vente et stratégie de structuration d'offres. Une fois que c'est fait, tu répètes ce qui marche. Tu n'as pas besoin de prospecter, tu n'as pas besoin de pub, tu n'as pas besoin de t'épuiser, tu n'as pas besoin de travailler plus. Vraiment, avec une offre high ticket, s'il vous plaît, faites du high ticket, surtout les gens qui débutent. Bah, 100K, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est facile, mais c'est fluide quand t'as la bonne stratégie, Bien sûr. tu vois. Mais faut-il encore l'avoir? Et cette finesse stratégique, rassurez-vous, peu de monde l'ont sur le marché, donc de toute façon, vous avez un temps d'avance considérable comme vous les avez. Pour moi, c'est les seuls ingrédients, et être discipliné. C'est-à-dire, sois bête et méchant, fais ce que je te dis de faire, et ce qui marche pour toi, et ce que t'aimes faire aussi, parce que c'est important, c'est Ok. un mix des trois, assez longtemps, pour qu'en fait, il y ait l'effet cumulé qui parle, et tu récolteras les fruits. Et 100K par mois, donc du coup, pour faire le million. 100K par mois, alors j'ai pas envie de faire la donneuse de leçons, je suis en plein dedans, mais je pense que c'est encore plus s'écouter, écouter son intuition et surtout se faire coacher sur la partie mentale. Alors c'est vraiment scaler à 100K par mois, c'est un autre game, c'est pas de la strat, ça change, enfin la stratégie elle a pas drastiquement changé, c'est vraiment va chercher tes traumas, va chercher tes propres limites, en fait t'es la propre limite de ta boîte. Donc si tu veux scaler 1 million, je peux t'assurer que la limite elle sera avant le million si tu travailles pas sur toi. Donc moi ouais c'est ce que je fais, tu travailles sur ta relation aux autres, ta relation à toi-même, ta relation à l'argent, 3 piliers ultra importants et pour moi c'est ça qui fait vraiment la diff. Moi, j'ajouterais le détail, tu vois. Enfin, je pense que quand nous, on a fait 2 millions et tout et plus, c'était le détail. J'avais un système qui fonctionnait à chaque fois. Et là, on a dit, OK, comment on peut aller chercher plus? Et pour aller chercher plus, il y avait 2 options. Publicité. Toi, tu fais pas d'ads, hein? Non, je fais Ouais. pas d'ads. Voilà, c'était publicité. Et deuxième, c'était détail. Et je me Ouais. suis dit, en fait, avant d'aller dans la publicité, je vais m'assurer que chaque détail, enfin, limite, c'est comme dans le luxe. Enfin, pareil, je fais du luxe comme toi, tu vois. Et j'adore vendre comme toi aussi. Donc, je m'assurais que chaque process, toute l'équipe maîtrise, que chaque process, c'est fluide et qu'on ne perd pas de temps et que c'est fluide pour nous. Donc, en fait, à chaque fois qu'on avait des clients qui nous faisaient des remarques, il y avait Audrey, mon assistante, qui les appelait, qui leur demandait, OK, merci, super. Enfin, après, bon, il y avait des remarques, je disais, écoute ça, n'écoute pas. Mais on faisait toujours un point en disant, OK, ça, comment on va l'améliorer? Donc, en fait, on allait écouter le feedback des gens et OK, on le changeait, tu vois. Et je pense qu'après, c'était le détail. Et même maintenant, dans l'exécution, c'est tellement chacun, en gros, je le vois comme un chef d'orchestre, tu vois. Moi, je suis le chef d'orchestre et tout. Et chacun sait jouer sa partition et après, c'est fluide. Et après, pour moi, après, ça dépend de chacun. Ce qui a été game changer aussi, c'est l'ADS. Parce qu'en fait, à partir du moment où, après, c'est sûr que ça te croque tes marges. Nous, on a 2 phases. On va faire du nurturing. Donc, on va tester des reels, des posts qui ont bien marché, des vidéos qui ont bien marché pour voir les gens qui vont liker. Et après, on fait du retargeting où en fait, on ira chercher que les gens qui ont liké, commenté nos posts. En fait, il y a tout marche. Enfin, souvent les gens ils me disent est-ce que ça marche? Est-ce que les ads ça marche? Est-ce que la prospection ça marche? Est-ce que l'organique ça marche? Tout marche. En fait, juste trouve la méthode qui match avec toi et qui va te permettre de scaler à ton objectif. Moi, j'ai l'objectif de scaler sans ads parce que effectivement, ça rapporte aussi des gens qui te connaissent pas forcément toujours suivant où tu places ta pub. Moi, ma spécialité c'est l'organique, donc je sais que ça le fera sans. Mais bien sûr que si tu veux aller plus vite et aller droit au but, les ads, bien sûr que ça s'ajoute à une bonne stratégie organique. Ouais, mais moi je pense que ce qui est le plus game changer, c'est vraiment le travail sur moi-même. Je pense que ça rentre dans le détail, tu vois. C'est vraiment c'est ça en fait. C'est le même thème. Se connaître en fait. Les détails de ta personne. En fait, il faut se scaler soi-même avant de scaler sa boîte. Que ce soit à 23 ans ou à 50. D'ailleurs, je pense que je suis la plus jeune coachée de ma coach, mais je pense que t'as une marge considérable de progression sur toi-même. Et s'il y a des trucs qui bug, en général, surtout quand t'es ultra intuitive, hypersensible, neuroatypique, c'est que en général, c'est sur toi qu'il faut bosser parce que t'es l'épicentre de ta boîte. C'est quoi être neuroatypique? Neuroatypique, la définition elle est assez claire, c'est qu'il y a un prisme et que t'es un peu un outlier, quoi. C'est-à-dire que les neuroatypismes classiques, c'est troubles de l'attention, autisme, les HPI, des choses comme ça en fait. Mais ça c'est la définition scientifique. Moi, ma définition à moi, c'est un super pouvoir si tu sais utiliser. C'est ça que utiliser. je voulais entendre, voilà, exactement. Pour moi, c'est un super pouvoir si tu sais utiliser et c'est ton plus gros fardeau tant que t'as pas compris. Ta singularité est ton super pouvoir. Et là, tu peux voir que le neuroatypisme est un super pouvoir. Donc vraiment, si tu es dans ce cas-là, tu peux voir que
Anaïs, là, elle est en train de faire de grandes choses. Et j'ai hâte d'avoir cette conversation dans 10 ans avec toi. On en a déjà parlé la dernière fois. Enfin, je suis pressé. Non, je suis pas pressé de vieillir. Mais en tout cas, T'es pressé que je vieillisse. Ouais, je suis pressé que tu vieillisses. J'aimerais te bloquer, moi, là, à 40 ans, tu vois, et me dire, OK, poum, elle a 33 ans, on en est où, tu vois, ce serait extraordinaire. J'ai vraiment hâte de voir ça. Dans ta vie personnelle, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Comme je t'ai dit, je suis vraiment bien entourée. J'ai une chance inouïe. Mon conjoint, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Mes parents, ils comprennent rien, mais ils me soutiennent comme ils peuvent. Ma soeur, mon frère, qui sont tout le temps là. Ils sont dans une autre voie, en plus, qui sont pas dans l'entrepreneuriat. Ton frère, il veut faire médecine, je crois. C'est ça, comme tes mon parents. frère, il est en dentaire. Ouais. Et mes parents aussi sont dentistes. Et ma sœur, elle est toute jeune, elle est au lycée. Mais ma sœur, vous allez dans notre conversation Insta, c'est elle qui m'envoie mes propres posts, qui commente tous mes posts, qui les Génial. enregistre tous, Support. qui m'envoie tout le temps des tutos, genre ah tiens, il faut que tu testes ce montage. Enfin, il n'y a pas une meilleure supportrice qu'elle. Donc j'ai beaucoup de chance. Okay. Il est dans un métier atypique aussi, ton conjoint? Ouais, c'est vrai. Tu peux en parler ou pas? Ouais, alors il est encore étudiant aussi, du coup, parce qu'on a le même âge. Là, il finit ses études de kiné, mais il est footballeur. Comment ça se passe, cette vie professionnelle où toi, t'es étudiante, t'es entrepreneur, lui, il fait ses études aussi, il est footballeur. Comment ça se passe pour vivre, supporter et avancer ensemble? Alors, j'en ai fait un post il y a pas longtemps en plus. Il y a 2 choses pour que ça fonctionne. Accepter de pas être la priorité numéro 1. Quand tu rencontres quelqu'un à 16 ans, tu peux pas avoir la prétention et l'égoïsme de lui dire non, maintenant c'est moi la priorité, t'es toutes tes ambitions et c'est moi d'abord. On a toujours été très clair, même si c'est un travail et que c'est toujours inconfortable, c'est de se dire voilà, toi t'as une ambition, il faut que tu partes en Belgique pour cette ambition, tu vas en Belgique. Y a pas de débat. Moi j'avais l'ambition d'aller en prépa, j'ai quitté la ville, je suis partie en prépa, tu vois. Et il a toujours été le premier, même sur des trucs qui ne relèvent pas que de l'ambition. Là, j'avais envie de partir à l'île Maurice 3 mois pour me développer encore, apprendre à être seule et tout. Il m'a dit, mais t'y vas, y a pas de débat, t'y vas, tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Là, par exemple, il a pas de vacances d'été à cause du foot, parce que la reprise, elle est tôt. J'ai plus l'âge de lui reprocher ce genre de choses, en fait. Dans notre couple, il y a pas de débat. Il faut qu'il aille, c'est pas grave pour les vacances, en fait. Et pareil, moi, quand je travaille et qu'on est en vacances ou qu'on est censé se voir, c'est normal, quoi. Enfin, en fait, il faut juste. C'est ça, la première règle, c'est accepter de pas être la priorité numéro 1. Et la deuxième règle, c'est avoir le même level d'ambition. Peu importe dans quel secteur, lui c'est dans le foot, moi c'est dans l'entrepreneuriat, mais on a le même niveau d'ambition. Du coup on peut se comprendre, on parle la même langue. Moi je suis sa coach mentale pour le foot, lui c'est mon coach détente quand il faut que je me détende la nouille et que j'arrête de péter un plomb pour rien. Enfin en fait c'est comme ça qu'on se soutient dans un couple. Après tu vois, pour avoir été footballeur, enfin en tout cas avoir été dans un centre de formation, je pense que t'as le sport et l'entrepreneuriat qui sont tellement liés, tu vois, parce que t'as le mindset, t'as les disciplines, t'as l'excellence, t'as l'exigence, et c'est un très beau combo, bravo. Tellement, merci beaucoup. Et c'est vrai que il faut se traiter comme un sportif de haut niveau quand t'es entrepreneur. Exactement. Parce que si c'est pas ton corps, c'est ton cerveau le plus important. Donc de toute façon, mindset, travail sur soi, discipline. Anaïs, si c'était à refaire, entrepreneur ou salarié? Entrepreneur. Avoir des enfants ou pas d'enfants? J'ai pas encore fait, mais avoir des enfants, mais non, là, à cet âge-là. Non. Abusons pas. Produit ou service? Service. Pub ou organique? Organique, hein. Instagram ou LinkedIn? Insta. Pourquoi? Plateforme communautaire, tu crées de vrais liens, multiples possibilités de communication, c'est pas juste un post, il y a des réels, des carousels, des stories, des canaux, des pubs, plein de choses. Et ouais, ma stratégie, elle me permet de démarrer de zéro sur Insta. Et sur LinkedIn, j'ai l'impression un peu plus long. Seul ou avec des associés? Moi, je suis seule. Personal branding ou stratégie? Non, personal branding quand même. Pourquoi? Parce que la stratégie, c'est la base, donc de toute façon, sans ça, t'avanceras pas. Ouais. Mais les deux sont indispensables, en fait. Ton personal branding, il peut t'emmener beaucoup plus loin, plus longtemps. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut construire à la base, quoi. Travail intense et repos, travail constant. Alors moi, j'étais de la team travail intense et repos, mais en fait, je me dirige vers le travail constant pour durer dans le temps et pas m'épuiser, puis après revivre, m'épuiser, etc. C'est marrant, moi je suis plutôt travail intense et repos, tu vois. Ouais, mais je travaille sur ça avec ma coach justement, faut que je respecte mon cycle circadien, que je me canalise. Parce que c'est moi, si je m'écoute, j'ai des phases de travail de 2 à 3 heures du matin, tu vois. M'écouter, des fois, ce n'est pas toujours bon. Donc j'essaie de justement stabiliser pour que ce soit viable. Après, je pense que ça dépend de chacun. Par exemple, en août, le monde peut brûler, j'en ai rien à faire, je suis pas là. Ah oui, d'accord, mais ça c'est sur une période longue. Moi, je voyais à la journée, tu vois. Ah, ok. Enfin, oui, bien sûr qu'il faut prendre du repos, des vacances, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est juste que, au sein d'une même journée, moi, si je m'écoute et que je fais du travail intense, en fait, je vis plus, quoi. Je suis que dans ça, quoi. Donc, je me force à avoir. Après, je pense que t'en es pareil. Enfin, t'es passionné par ce que tu fais. J'étais au parc avec un père d'élèves. Enfin, ça fait 2-3 fois que je le vois à chaque fois, donc on se met à parler. Il me demande ce que je fais dans la vie. Bref, j'explique ce que je fais. Et là, il me dit, ah, c'est cool, hein, dans 2 jours, ça sera le week-end. Je fais, moi, c'est tous les jours le week-end pour moi. Et il me regarde d'un air. Il me dit, mais tu fais quoi?
je vais t'expliquer mon métier et tout. Et je dis, mais moi, tous les jours, je suis content d'aller au travail. Et je dis, il y a un truc qui est horrible que je vais te dire, c'est que moi, le samedi et dimanche, alors je suis très content d'être avec ma femme et mes enfants, mais le samedi et dimanche, je ne touche pas à mon ordi, je ne touche pas à mon travail. Ça peut arriver parce qu'il y a des lancements, il y a des choses, tu vois. Mais généralement, je ne touche pas. Peut-être un week-end sur 4. Mais je dis, je suis triste de pas le faire. Parce que tellement j'adore ça. Et des fois, je suis au parc, j'ai une idée qui me vient dans la tête, je prends mon téléphone et je me note les idées dessus, tu vois. Mes notes, c'est par catégorie, quoi. Ouais. J'ai tout le temps des idées. Ouais. C'est un fonctionnement neuroatypique par définition. C'est pour ça que moi, je le canalise pour que ça reste une force et pas que ça m'épuise, parce que j'ai vraiment une tendance au burn-out et... Enfin, en plus, moi, je cumule beaucoup de choses. J'ai pas que l'entreprise sur laquelle je peux me focus. Je travaille en VC, on en a pas parlé, mais je faisais un 50 heures semaine à côté, quand même. C'est exact, on en a pas parlé. Ouais, du coup, depuis, je fais très, très attention à ma santé, respecter des horaires de travail. Là, c'est pas parce que j'avais plus de temps que j'ai fait des journées 8h, 20h sur ce projet-là. J'essaie vraiment d'être plus régulière pour durer, en fait. Et surtout parce que là, je vais reprendre mon Master 2, donc je suis obligée d'avoir un truc prévisible, quoi. Et parce qu'en fait, tu peux dire, t'es étudiante, ensuite tu... Je suis étudiante, je bossais en VC pendant ma césure. C'est du venture capital, on investit dans les startups et on les accompagne, on les coach pour qu'elles explosent et qu'on ait le retour sur investissement. J'ai accompagné des tonnes d'entrepreneurs. Enfin là, je te dis les chiffres que pour les entrepreneurs en ligne, mais les start-upers, je connais par cœur. Donc ça me fait rire quand ils se tirent sur la gueule les deux, là, je me dis, vous êtes exactement pareil, c'est ça qui est drôle. Et ouais, je reprends mon Master 2, là. Enfin, quand je dis je reprends, c'est qu'il me reste, il me reste un an de Master 2. Donc, tu vois, je t'ai dit, je suis obligée d'arriver à condenser ça pour que tout matche. Notoriété rapide ou lent? Rapide. Moi, je veux être connue. Pourquoi? Je pense une blessure d'ego, un délire de reconnaissance. Mais ouais, j'ai toujours dit, même quand j'étais plus petite et que j'étais paumée, mon psy me disait, mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je disais, moi, je sais que je vais être reconnue pour quelque chose. Je sais pas quoi, pas comment, mais un truc intellectuel. Et il était là en mode... Elle est folle. Non, elle sait ce qu'elle veut. Vendre très cher à peu de personnes, ou pas cher avec plusieurs personnes. Très cher. On veut de la qualité. En fait, si tu veux transformer une vie, tu peux pas le faire avec un e-book à 79€. C'est pas possible. Full risque ou sécurité? J'ai tendance à dire full risque parce qu'en vrai, je me mouille beaucoup. Tu vois, là, à mon âge, je risque rien. La vie, elle est longue. J'ai encore mes études. Enfin... C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça, la vie, elle est longue. C'est beau ce que tu dis. En fait, je vis tellement de choses à la semaine que je me dis, mais le nombre de semaines qui me restent. Mais du coup, je suis en mode one life, pas de regrets, je prends des risques justement, mais je me dis à la fois, est-ce que c'est vraiment un risque? Posons-nous 2 secondes et réfléchis. Il se peut se passer tellement de choses en 6 mois, c'est pas un risque d'entreprendre, tu vois. Au pire, tu reviens dans ton salariat et puis voilà, basta. Ou au pire, tu trouveras quelque chose. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas un risque. C'est pour ça que j'ai pas envie de diaboliser le truc et de faire le héros. Prends aucun risque en fait. Au pire, j'ai tout quoi. Au pire, tu reprends tes études. Même si j'avais arrêté quoi. Donc non, pas de risque. Marché de niche ou marché de masse? Les deux peuvent marcher, mais du coup, si tu veux vendre cher, niche. Niche? Okay. Ouais. Je sais qu'il y a plein de réponses et qu'il n'y a pas de bonnes réponses. Là, si tu avais une niche que tu recommanderais, ça serait quoi? C'est tellement propre à chacun que je te dirais celle que ton Ikigai te donne, celle que la phase 1 de l'académie te donnerait, tu vois. Je vois pas 2 personnes dans l'académie faire la même chose, en fait. Vraiment pas. J'ai pas une niche particulière. La niche où il y a les plus grosses douleurs. Lever des fonds ou tes fonds propres? Fonds propres. Moi, pour avoir du coup pas mal géré des levées de fonds, du coup, et investi, etc. Les start-upers, ils se font quand même bien bouffer. En fait, c'est les esclaves de leur propre boîte, quoi. Pas tous, hein. Se diluer est un vrai risque. Et c'est pour ça qu'il faut le faire avec les bons investisseurs. Et moi, je l'ai vu, j'ai été dans un bon fonds. Je peux te dire qu'il y a une vraie diff. On n'essayait pas de diluer l'entrepreneur. Première étape de la boîte, on voulait pas grappiller la plus grosse part du gâteau. On prévoyait que l'entrepreneur puisse vraiment bien se sentir dans sa boîte, quoi. Storytelling ou réseau? Storytelling, tu peux le faire seul. Comment on peut te retrouver, Anaïs? Sur Instagram, Anaïs Carsanti, c'est Anna Onimoni pour les intimes. Pourquoi Anna Onimoni? Je trouvais ça drôle. Oui. En fait, je me prends pas au sérieux, je suis très second degré, j'ai pas besoin de ça pour être crédible. Du coup, je trouvais que ça sonnait bien, que c'était mémorable pour le coup, c'est parti du branding. Oui. Et j'aime bien le fait que je parle d'argent sans complexe. Donc si c'était pas dans mon nom, ça aurait été bizarre. Anaïs Carsanti sur LinkedIn aussi, et sur YouTube. Comme ça, c'est pas compliqué. Je poste une vidéo par semaine sur YouTube, et LinkedIn, un post par jour quasiment, Insta pareil. Un post par jour sur Insta, un post par jour sur LinkedIn. Et un post par semaine sur YouTube. C'est ça. Ok. Comment t'arrives à faire ça? Je m'organise. Ok. Les posts Insta, je les crée avant la semaine et au moins ils sont prêts. LinkedIn, je travaille en collab avec des spécialistes pour qu'on teste plein de choses et que je puisse vraiment être présente. Et YouTube, j'ai des monteurs, donc je délègue. Neuroatypisme, créativité, indépendance et surtout oser. Si j'avais 4 choses à retenir de ce podcast, ça serait surtout ces 4 choses-là. Si tu as encore des doutes, tu peux voir que Anaïs, elle a 23 ans. Personne qui dit ne me parle pas d'âge, parce que t'as la référence, ne lui parle surtout pas d'âge. Et tu attends quoi comme excuse pour pouvoir te lancer
développer et accélérer ton business. J'espère que tu as passé un bon moment sur ce podcast. En tout cas, moi, j'ai adoré. Si tu as des commentaires, en tout cas, si tu as des choses à dire ou ce que tu as retenu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Va suivre son compte Anaïs Anna Onimone et dis-nous ce que tu as pensé de ce podcast. Merci à toi et chapeau.